Hop, c'est parti. Mais non, faut plus dire de conneries. Oups. Bon, ben, bienvenue encore une fois à toutes et tous. Donc sur ce premier live, moi je suis hyper heureux de pouvoir l'organiser enfin, parce que comme vous avez pu le suivre, il y a eu un petit peu des péripéties. Donc sur cette première séance, on va aborder le thème du positionnement avec Clémentine du coup. On va d'abord commencer par se présenter chacun à notre tour et puis on va enchaîner sur les premières questions. Donc Clémentine, à toi l'honneur, si tu veux. Eh ben, je suis ravie d'être avec vous tous ce soir. Donc, je suis consultante en communication éthique. Donc, j'aide les entrepreneurs green du web à avoir une communication plus authentique, plus réfléchie, éco-responsable et transparente. Donc, je les accompagne de deux manières, soit avec un accompagnement individuel, où du coup, on va pouvoir travailler toute la partie stratégie et rédaction, et une partie où du coup, je fais de la rédaction de contenu. Voilà. En D'accord, quelques mots, ce que ça marche. Et moi, de mon côté, je suis coach donc holistique pour les solo-entrepreneurs et les freelances éthiques. Donc, pourquoi holistique? Ce mot qui peut être un peu barbare, c'est que je m'adresse autant à la partie, en gros, personnelle de l'entrepreneur, donc autant sur voilà, toutes ses croyances, les histoires qu'il peut se raconter, tout ce qui correspond à son développement personnel et aussi son développement professionnel, donc lié à son activité, que ce soit voilà, pour aller utiliser de nouveaux canaux pour trouver des prospects, créer un nouveau produit, définir des objectifs différents pour son activité, etc. C'est assez varié. Alors, du coup, la première question que je voulais te poser, c'est parce que ce mot éthique, maintenant, c'est utilisé sous beaucoup de formes, dans plein de médias, c'est aussi devenu un mot, entre guillemets, assez tendance. Qu'est-ce que tu mettrais derrière ce mot éthique pour toi? Ce serait quoi la définition? Ah, c'est une grande question. J'avais fait tout un article sur qu'est-ce que la communication éthique et comment je le vois. Euh, L'éthique, en fait, c'est par rapport à tes valeurs. Donc, effectivement, on peut avoir une éthique assez différente selon nos valeurs propres, en fait. Donc, il n'y a pas qu'une sorte d'éthique, je pense. Pour moi, l'éthique, en tout cas, ce que je définis comme éthique, c'est déjà avoir des valeurs sociales et écologiques, ne pas faire des actions qui pourraient impacter les êtres humains ou les êtres vivants. Donc voilà, ça va passer par de la réflexion et ça passe aussi par être humain soi-même et dans sa communication, donc être transparent, être authentique, dire les choses. Ah, on C'est a pas un parce petit qu'on problème de entreprend connexion. qu'on va faire les choses parfaitement du premier coup. Et tu m'entends? Ouais, ouais, c'est bon. Il y a eu Ah, ma connexion un Internet est petit instable. décalage. Il y a eu un petit décalage, mais Sorry. Euh, Du coup, je ne sais plus. Qu'est-ce que je disais? Voilà, ça m'a perturbé tout ça. Oui, l'humain, la vulnérabilité, tout oui. ça, c'est parce qu'on entreprend qu'on va jamais se tromper. Et qu'importe qu'on soit solopreneur, freelance, qu'on monte une boîte, etc., c'est toujours bien de voilà, dire les choses. De dire à sa communauté, bah ouais, voilà, là je réfléchis, je sais pas trop, je cherche des solutions. C'est ça aussi l'éthique pour moi, c'est de ne pas se montrer comme un Superman ou une Superwoman quand c'est pas la réalité des choses. Et voilà, en gros, de l'humain, de l'éco-responsabilité, du social, de la transparence. Et voilà. Et du coup, ça demande de la réflexion. C'est sûr que ça se fait moins vite que d'autres techniques, hein. Mhm. Effectivement, ça prend un peu plus de temps et il faut réfléchir à toutes ces actions pour qu'elles impactent le moins possible. C'est possible d'avoir une communication qui limite Mhm. son impact sur l'environnement. Mais voilà, effectivement, ça demande un peu de réflexion. Donc, voilà, prendre le temps aussi, c'est ça, je pense. Être éthique, c'est accepter de ralentir et de faire les choses Mhm. correctement. Et voilà. Alors après, il faut passer à l'action aussi. Hein, le but, c'est pas que réfléchir non plus. Ouais, c'est d'avoir un bon mix, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mhm. Mais toi, du coup, tu la vois comment, l'éthique? Comment tu le Ouais. vois, ce qu'on appelle Euh, ouais. C'est vrai que c'est une question qui est assez vaste parce que bon, on peut prendre la définition du dictionnaire. Enfin, je pense et mille autres définitions de mille autres personnes, ce sera pas la même. Pour moi, une activité éthique, c'est vraiment
une activité qui respecte autant le plan environnemental. Donc, ça peut être vraiment le côté, la nature directe qui est autour de nous, mais aussi au niveau de l'environnement, ça peut être nos relations sociales, ça peut être nos proches, ça peut être ouais, nos voisins, voilà, tout type de personnes qui sont proches de nous. Et puis, c'est d'avoir cette forme un peu de, ouais, cette forme de respect finalement vis-à-vis de, on va dire, toute forme un peu vivante, si on peut dire de façon un peu globale. Euh, et du coup, ça passe sur des, enfin, sur des problématiques. Par exemple, moi, très concrètement, là, je suis passé chez Infomaniac. Donc, l'hébergeur, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, tu le connais. C'est un hébergeur en fait donc qui est pour moi éthique, qui est ensuite en Suisse pardon, et qui ont des data centers qui sont qui fonctionnent à l'énergie renouvelable. Mais au-delà de ça, ce qui me plaisait, c'était pas forcément que le data center en lui-même, parce que certes c'est le cœur de leur activité, mais si après ils avaient des bureaux où en fait ils faisaient l'inverse du respect de l'environnement, enfin au niveau des actions, ben, c'était un peu, c'est déconnant pour moi. Donc, et eux, finalement, ils vont encore plus loin sur tout ce qui est la gestion de leurs bureaux, la gestion avec leurs fournisseurs, etc. Donc, c'est ça aussi qui m'a plu. Et voilà, donc, ça peut être un des exemples hébergement de mon site web. Voilà, de ce que j'entends par éthique. Voilà. Comment ça s'appelle, pardon, l'hébergeur? C'est Infomaniac. Infomaniac. Je vais D'accord, te le merci. mettre. Attends, je te le mets hop, voilà, dans le chat. Super, Euh, merci. et, euh, et en fait, ils sont dans des. Pour finir la parenthèse dessus, ils sont dans des tarifs qui sont un peu plus chers qu'au VH, par exemple, sur de l'hébergement mutualisé de mémoire. Mais après, bah, c'est aussi une sorte d'investissement qu'on fait, si on peut se le permettre, encore une fois, sur, voilà, pour une société plus éthique et de soutenir des activités qui le sont. Donc, voilà. Ouais, c'est Euh, mon questionnement du moment, là. Il faut que je change ouais, d'hébergeur. Donc, c'est bien, tu vas me faire ton retour pour savoir mm, si je vais vraiment chez Infomaniac ou ouais, si je prends d'autres, parce qu'il y en a d'autres, hein. Et c'est vrai mm, que là, ouais, super bien quand même le plus. Moi, toutes les personnes qui développent des sites éco-conçus, ils utilisent Infomaniac. Donc, effectivement, je pense que c'est une bonne solution. Mais du mm, coup, je vais attendre ton retour avant de faire un choix ouais, définitif. carrément, je te dirai, je te ferai mon retour d'expérience. Du coup, ma question suivante, c'était finalement pourquoi, on y a déjà un tout petit peu répondu dans la première question, mais pourquoi adopter un positionnement éthique dans ton activité finalement? Alors, moi, ça va faire 4 ans au mois d'août que je suis lancée et j'ai trouvé mon positionnement qu'au mois de juin. Faut pas D'accord. désespérer, ça arrive à un moment donné. Et en fait, c'est parce que j'avais pas de sens dans mon business. Je faisais des actions, je mettais des choses en place, mais j'avais jamais les résultats que je voulais parce que j'étais pas alignée avec ce qui faisait sens pour moi. Et je pense que c'est la principale raison pour laquelle j'ai adopté ce positionnement éthique, c'est parce que bon, déjà j'ai fait un coaching et tout, je travaillais sur moi, tout ça, et il en est ressorti que bah voilà, ma mission de vie, ce qui me booste et ce qui me porte, c'est de faire mon possible pour protéger notre belle planète, et que du coup ça ressortait pas du tout dans mon business, et que effectivement je connais des choses sur la communication éthique, j'y réfléchis, etc. Donc il fallait que ça fasse sens et que je m'aligne en fait, et que mes actions Mm, professionnelles soient en accord avec mes actions personnelles, puisque moi dans ma vie de tous les jours, voilà, je mange très local, je suis zéro déchet, végétarienne, enfin mm, tu vois, je pense à tout ça, ça fait 2 ans que je n'ai pas mis les pieds dans un magasin de fast fashion, enfin tu vois, tout ce genre de choses. Donc tout mon cheminement personnel fallait qu'il ressorte dans mon business, parce que mm. tu passes quand même la moitié de ta vie à travailler. Donc Ouais, c'est c'est quand même clair. mieux si ça fait sens. Mm, Donc voilà pourquoi moi j'ai adopté un positionnement éthique. Ça m'a pris du temps à comprendre que c'était ça vraiment qu'il fallait que je fasse. Parce que c'est pas évident, tu vois, de te dire, bah voilà, moi je prends un positionnement très linéaire, entre guillemets, enfin voilà, très carré, très très radical. fermé. Ça risque de me fermer des portes, très radical. Voilà, de dire bah, des choses comme, bah voilà,
l'économie, il faut qu'on la repense autrement, il faut arrêter de surconsommer. Le but de communiquer, c'est pas forcément que vendre tes produits, c'est aussi créer du lien. Enfin, tu vois. Donc, Ouais. ça peut ne pas plaire à tout le monde, hein. C'est pas grave parce que le but c'est quand même de travailler avec des gens qui me correspondent, des projets Mhm. qui font sens pour moi. Mhm. Donc, Et est-ce que justement, tu allons-y. as observé un switch au niveau de ton type de clientèle, par exemple, à partir du moment où toi, tu t'es beaucoup plus affirmé sur finalement cette valeur éthique? Ouais, carrément, carrément. Déjà, ça a beaucoup questionné quand j'ai mis sur LinkedIn mon petit consultante en communication éthique. C'est vrai que les gens ils sont venus me dire mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu entends par là? Et effectivement, ça Mhm. questionne et ça fait sens pour les gens puisque ça fait sens pour moi. Et donc effectivement, là, les clients qui me contactent, on partage des valeurs communes. Alors tout le monde n'a pas forcément des projets ultra éthiques comme on pourrait l'entendre, hyper éco-responsables, tu vois, mais voilà, tous les gens que j'accompagne, tous les entrepreneurs que j'accompagne, ils partagent ces valeurs de transparence, d'humanité, d'envie de Mhm. faire mieux. Donc ouais, carrément, ça a trié et c'est très bien. Et je vois qu'Esther a peur que le marché soit pas encore prêt. Bah, Mais disons il y a 3 ans, je m'étais lancée sur une offre, j'avais une expérience entrepreneuriale sur une offre de conseil en développement durable pour les PME, TPE. Et je pense que j'étais vraiment trop tôt sur le marché. Parce que non, c'était même il y a Mhm. 4-5 ans même. Et j'ai vu que les gens n'étaient pas prêts en fait, je pense. Et moi, j'étais peut-être pas aussi sûre de moi. Enfin, il y a aussi ça qui a joué, Mhm. bien évidemment. Ouais. mais Mais des fois, il vaut mieux pas être trop tôt sur un marché, enfin, dans le sens où l'innovation, euh, on peut s'y casser les dents. Enfin, moi, j'ai travaillé longtemps sur de l'innovation et je vois qu'il y a des produits, c'est pas le bon timing. Et tu as beau les pousser, ça servira à rien. Après, mais je suis convaincue que là, on est quand même dans un. Peut-être que là, on est plus prêt, Mhm. effectivement. Ouais. Ben, effectivement. après, pour rejoindre un peu sur ce que tu disais, Esther, et ce que tu as dit, Clémentine, sur ce côté, à la fois, Esther, ton expérience qui n'était pas forcément, où le timing n'était pas forcément bon, mais en même temps, Clémentine, où quand toi, tu as vu que tu affirmais ton positionnement, du coup, que tu étais assez radical, ben, tu avais des effets. Je pense que, en fait, la vérité, elle est un peu entre les deux. Mais moi, je pencherais quand même plutôt du côté du fait de s'affirmer quitte à déplaire, en fait, et y compris comment dire, sur tes choix de positionnement, mais aussi sur ta façon de communiquer, la façon de t'adresser aux gens, euh, et entre guillemets, de procéder par ce qui peut être intéressant, par test, par essai-erreur, et du coup de voir que peut-être que tu as des profils clients que toi t'imaginais qui au final ne sont pas du tout ceux à qui tu t'adresses réellement ou qui n'ont pas les problèmes auxquels tu t'adresses. Euh, mais après, c'est vrai que ça, c'est repris dans pas mal comment dire, de discours maintenant un peu plus sur l'entrepreneuriat, cet aspect un peu de radicalité qui est des fois un peu, je pense, mal compris parce que ça peut, euh, peut-être qu'on peut se dire, comme tu disais Clémentine tout à l'heure, il y a ce positionnement à activité éthique, comment dire, en fait très tranché, qui par opposition, du coup, tu t'adresses pas à des gens qui ont pas d'activité éthique par définition, ça peut créer ça crée une polarisation, quoi. Donc forcément, tu as des gens qui vont te critiquer, qui vont te dire, mais par exemple, je sais pas, il y a des choses, certaines choses ne sont pas prêtes. Moi, je pourrais pas vous faire confiance pour telle raison, j'ai besoin de sécurité, etc., etc., pour mille raisons. Mais en tous les cas, ouais, Jérémy, c'est ce que tu dis, le risque du précurseur aussi, je pense que maintenant, par rapport à il y a quelques années, effectivement, on est beaucoup moins dans ce côté, enfin beaucoup moins. On est plus dans ce côté, avec une communauté qui a été créée autour de l'entrepreneuriat éthique et durable, et on se voit qu'il y a plein de gens qui s'y lancent, et ça, c'est chouette, quoi. Mais en tout cas, tout est OK. Je vois en même temps Michael qui partage, qui dit, moi j'ai affirmé très tôt un positionnement engagé et je pense que ça a été un très bon argument pour certains partenaires clients. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des témoignages aussi qui sont intéressants. Ouais. Euh, Et puis
aussi montrer que tu connais. Enfin, voilà, moi, je m'adresse à des personnes qui font des activités que potentiellement, je suis leur cliente idéale, tu vois. Donc, forcément, ça Mm. aide aussi. Tu connais les problématiques, les questionnements qui peuvent se poser. Donc, je pense pas que ça soit mauvais d'avoir un positionnement fort et affirmé. Effectivement, après, il y a des questions de timing. C'est vrai que maintenant, en 2020, l'éthique et l'écologie, c'est quand même sur le devant de la scène et tout le monde parle que de ça. Donc, ça entraîne Mm. d'autres problématiques, style greenwashing, etc. Mm. Mais en tout cas, effectivement, je pense que c'est pas mauvais de s'affirmer et de Ouais. trouver un Mm. positionnement, quoi. Ah oui, non, mais c'est sûr. Et puis après, tout est dans le mot, je pense, positionnement. Si tu te positionnes là-dessus, ben, forcément, tu es sur une cible qui est beaucoup plus précise que, par définition, si tu t'adresses à un marché global, ce que font peut-être encore pas mal de freelance. Donc, voilà, c'est un avantage, entre guillemets, concurrentiel aussi, de se Du, positionner. du coup, vous n'avez pas de spécialisation sectorielle, vous avez opté pour une spécialisation, comment dire, au niveau de l'éthique, mais je veux dire, c'est pas l'éthique pour l'éducation ou l'éthique pour la finance, c'est vraiment l'éthique pour tout un tas de secteurs, quoi. Vous n'avez pas ce niveau de spécialisation-là, parce qu'on dit souvent qu'il faut spécialiser sur une ou deux, un ou deux secteurs. Non, enfin, moi, je me suis positionnée plutôt du coup sur des entreprises green en ligne, plutôt dans le lien avec le D'accord. zéro déchet ou des choses artisanales. Après, voilà, c'est assez large, hein, des entreprises des entreprises green avec des boutiques en ligne, ça peut être aussi bien une savonnerie artisanale que des produits zéro déchet, que de la mode éthique, enfin voilà. Donc non, c'est vrai que je me suis pas arrêtée à un métier précis, mais je sais pas si tu t'es arrêté à un métier précis, Thomas. Non, non, ben moi, du coup, c'est pareil. Il y a donc, moi, déjà, c'est assez précis en termes au niveau du coaching. Les solo-entrepreneurs et les freelances éthiques, bon, ben, déjà, c'est, pour moi, c'est assez précis. Et après, c'est vraiment à voir, parce que je pense qu'aussi la collaboration en termes, quand on est freelance, c'est aussi beaucoup une question de relationnel. Et de voir est-ce que si la personne, entre guillemets, coche toutes les cases du côté éthique de la force, quoi, mais si à côté, en termes de relationnel, il n'y a pas de fit et du coup, tu sens que il y a pas de lien qui se crée, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de collaborer ensemble, quoi. Donc, voilà, c'est aussi un équilibre à trouver et ça, encore une fois, on revient au ressenti, je pense, de base de ce que tu peux avoir quand tu vois un prospect, quoi. Donc, euh, du coup, ma prochaine question, c'était comment incarner, enfin, finalement, comment est-ce que toi, tu incarnes cet aspect éthique dans ton activité? Tu y as un peu répondu déjà, je pense, mais si tu veux préciser. Déjà, c'est essayer d'allier mes actions avec ce que je pense. Alors, c'est pas toujours évident, je suis pas parfaite. Tu vois, j'ai encore plein de trucs à bosser. Mon site n'est pas du tout éco-responsable. Ça va être le gros chantier des prochains mois et le prochain gros investissement, ça va être voilà, pareil, changer d'hébergeur. J'aimerais changer de banque aussi parce que c'est pareil. Enfin, tu vois. Donc, il y a plein de Mm. petites actions qui sont pas encore parfaites, mais en tout cas, voilà, j'essaye de faire au mieux, de m'appliquer, d'être voilà, toujours dans la bienveillance, le conseil, le partage et dans l'humain, en fait, dans la création de liens. Même, voilà, incarner mes valeurs, en fait, tout simplement. J'ai des valeurs fortes qui me Mm. définissent. Bah, je suis ce que je suis. Et après, voilà, si ça plaît pas, ça plaît pas. Comme dit Valérie dans le chat, c'est bien de pas plaire à tout le monde. Donc, je m'en fiche si, voilà, s'il y a des gens qui ça leur convient pas, c'est que bah, on n'est pas fait pour travailler ensemble ou s'entendre. Et tant pis, c'est ok, tu vois, genre, ça va, on est 7 Mm. milliards sur cette planète. Mm. Je peux pas, effectivement, je peux pas plaire à tout le monde, donc c'est pas grave. Ouais. Voilà, j'essaye de Et, faire au mieux. Ça marche. C'est une des. Je suis en train de relire là le livre. Alors, je sais pas si vous connaissez certains d'entre vous, les 4 accords Toltec. Ouais. Et justement, c'est un des accords. Fais de ton mieux. Mm. Du coup, je pense que ça correspond bien à ce que tu dis, quoi. Bah ouais, Euh, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, les 4 accords Toltec, et effectivement, voilà, c'est un peu to live by, comme on dit.
Oui, oui, c'est ça. Mais je pense que c'est tous les freelances devraient lire, enfin bon, même toute personne qui a un job et tout, parce que c'est vrai que c'est hyper important. C'est des 4 piliers qui sont assez intéressants, quoi. Mm. Euh, du coup, et donc par rapport à, donc là on a parlé plus du côté incarné, et comment est-ce que toi, tu as parlé un moment tout à l'heure du fait que tu as fait la transition vers ton activité plus éthique. Comment est-ce que tu as opéré en fait cette transition-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu as mis les choses en place? Comment est-ce que tu as fait ce changement? Bah, tu vois, ça faisait un moment que j'étais lancée, ça prenait. Alors déjà, moi j'ai un parcours assez chaotique, hein, donc il m'a fallu déjà beaucoup de temps pour trouver ce que je voulais faire, etc. Et puis quand j'ai commencé à tâtonner, à me dire, bon, bah voilà, maintenant je veux vraiment construire sur la stratégie, la rédaction de contenu, l'accompagnement. En même temps, c'était flou, et du coup, ça n'a pas pris, tu vois. Je sentais que j'arrivais à un point où je commençais à m'essouffler, ça faisait 3 ans que je galérais, etc. Donc je me suis fait accompagner, D'accord. et le coaching, ça voilà, découlait beaucoup de choses, et c'est là que ça a fait, bah oui, non mais c'est normal que ça marche pas, Clémentine, tu n'es pas alignée avec ce que tu fais. Et du coup, voilà, je me suis réalignée et j'étais hyper honnête et transparente, hein. Voilà, j'ai annoncé la couleur cash. Bon, bah voilà, j'ai suivi un coaching, je me repositionne. Maintenant, c'est comme ça. Qui m'aime me suivent, quoi. En gros, j'ai pas dit ça comme ça, mais dans l'idée, voilà, c'était ça. Donc D'accord. un gros travail sur moi, surtout pour cette Hmm. transition. Ok. Ok, donc le coaching t'a aidé sur l'aspect surtout perso qui ensuite a découlé sur le développement pro en fait. Bah ouais, c'est ça, j'y allais parce que j'étais bloquée dans mon business, que ça décollait pas, que j'arrivais pas à trouver ce qui faisait, enfin, qui était moi, tu vois. Et bah du coup, bah forcément, tu débloques des choses sur toi et des choses sur ton business. Et voilà, quand tu veux un business aligné, bah forcément, tu es obligé de travailler la partie perso aussi. Ça va avec. Hmm. Je pense que tu Ouais. sais de quoi je parle. Exactement, et en plus c'est une bonne transition parce que je voulais raconter aussi de mon côté un peu ce que j'avais vécu par rapport à ça. Alors bon là j'ai démarré mon activité en gros depuis mon activité d'indépendant depuis février 2019. Et avant ça, j'avais lancé un projet qui était, bon, je me considérais toujours indépendant. C'était des parcours culinaires véganes à Paris où je faisais visiter voilà, des petits groupes, à des petits groupes des lieux qui étaient représentés pour moi le mode de vie vegan à Paris. Donc, c'était très sympa. Euh, et encore avant ça, j'ai passé à peu près 5 années où j'ai évolué dans des métiers du digital et certaines missions avaient un côté éthique, notamment quand j'ai travaillé chez Bibliothèques sans frontières, qui est une ONG, donc si certaines d'entre vous connaissent. Et du coup, voilà, là on était dans ce côté éthique. Mais par contre, quand j'étais à la régie pub d'Orange France, où on mettait en ligne des campagnes de pub pour des grandes boîtes, voilà, des grandes marques, quoi. Clairement Renault, euh, etc. Enfin, beaucoup de boîtes. Avec des montants à 5 chiffres, 6 chiffres, bon, tu perds un peu le sens quand même. Et donc, je pense que j'ai fait, moi, cette transition assez radicale pour le coup, où je me suis dit, bon, c'était intéressant les postes que j'ai eus, les métiers que j'ai faits, mais à un moment, j'ai besoin de créer ma propre activité et de finalement avoir mon propre cadre. Et un peu comme ça, Clémentine, un cadre qui corresponde à la fois à mes valeurs, à mes aspirations et à ce que je veux faire, ce que je veux apporter finalement au monde, quoi. C'est un peu pompeux, mais c'est un peu ça, quoi. Et, et voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas forcément d'âge ou de moment, de période dans la vie qui sont mieux que d'autres pour se lancer. Il suffit juste, comme tu as dit tout à l'heure, de se lancer, en fait. Et D'y voilà. aller, c'est ça. Ouais, exactement. Euh, Euh, Je voulais rebondir, oui, et vas-y. Alice qui me demande si c'est grâce au coaching que je me suis positionnée green. Alors, en fait, si tu veux, depuis le début de mon activité, même quand je tâtonnais, que je savais pas trop ce que je voulais faire, il y avait toujours quand même cette base de je veux travailler pour des projets à impact positif. Ça a toujours été la base de la base, mais je le disais pas clairement en fait. Je l'annonçais pas. J'étais là chargée de communication pour le SS, mais sans trop le dire. Voilà, depuis le Mm. coaching, je le dis haut et fort.
je suis là pour des projets Ouais. éthiques, des projets green, et voilà. C'est ça que ça m'a permis, en fait, c'est de m'affirmer plus que de trouver le positionnement qui était là et qui D'assumer, dormait, quoi. mais m'assumer, c'est ça, assumer qui je Ouais. suis et ce que je veux faire. D'accord. Ok, super. Euh, alors, la prochaine question que je voulais te poser, c'était quelles sont les 3 grandes valeurs que tu souhaites incarner? Ça, c'est souvent hyper intéressant, les valeurs, parce que des fois, il y en a qui ont les mêmes. C'est quand même assez. Enfin, ça peut être le cas, mais voilà, je suis curieux de savoir lesquelles. Et bah, écoute, il y a déjà, je pense, est-ce que c'est une valeur, on va dire, le partage. Pour moi, c'est hyper important de partager, d'être dans le partage. Donc, même quand je fais des missions de rédaction ou du coup opérationnelles, il y a quand même le partage. Pour moi, c'est hyper important. Je veux toujours parler avec mes clients, je veux toujours être voilà, dans l'échange et dans la discussion. Hmm. Forcément, l'écologie, l'éco-responsabilité, moi, c'est quand même le nerf de la guerre. Donc, voilà, j'ai pas envie de faire des choses contre mon éthique. La bienveillance, le côté positif surtout. Alors voilà, je suis très pour la vulnérabilité. Je veux pas du tout dire c'est tout rose, c'est trop facile, etc. Par contre, je vois toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Bon, il y a des jours où non, mais en général quand même, 95% de l'année, ça va. Ok. Et puis, encore une fois, engager, c'est pas vraiment une valeur, mais en tout cas, ne pas renier ce en quoi je crois. Du coup, je sais pas du Hmm. tout si ça fait trop ou si ça fait plus, mais j'ai pas compté. Mais, Non, mais écoute, on mais est pas voilà, mal. en Je pense gros, qu'on dans est à 3. l'idée, Ouais. voilà, le partage, l'écologie et la bienveillance, l'humain, voilà, tout ça, l'authenticité, Ok. tout ce que Et je l'engagement. prône en fait. L'engagement Et l'engagement. incarné. Ouais. L'engagement, ouais, c'est obligatoire. Ok. Top. Top. Alors moi, du coup, c'est intéressant parce que j'ai pas du tout préparé. Enfin, j'ai préparé ces questions évidemment, mais j'ai pas préparé mes réponses. Euh, je pense que une des. Alors déjà, j'en ai deux parce que c'est aussi un peu ce que j'appelle mes essentiels par rapport à mon activité. C'est la relation humaine. Donc ça correspond à la notion de partage dont tu parlais tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'on fait ce type de live, par exemple. Euh, il y a aussi une valeur forte, c'est l'instant présent, qui est pour moi assez vraiment, vraiment hyper importante parce que dans notre société maintenant, de plus en plus, quand j'écoute des podcasts sur le développement personnel, des témoignages de gens, etc., on a des oppositions entre eux, on a des réseaux sociaux qui nous connectent au monde entier, mais qui finalement captent notre attention et le moment présent, justement. Et du coup, ben, on a l'impression de se connecter avec plein de monde, alors que finalement, on n'est peut-être pas forcément assez connecté à ces moments-là avec nous-mêmes ou avec la personne avec qui on prend un verre ou avec qui on est au resto ou à une soirée. Euh, et de l'autre côté, on a ce besoin de revenir à l'instant présent. Et justement, c'est ce que je fais moi durant les coachings. C'est vraiment, on est en pleine écoute. Et ça, des fois, les gens n'ont peut-être pas forcément l'habitude. Enfin, l'habitude. Ils ont peut-être perdu cette habitude aussi d'être plutôt sur ce côté instant présent et à- au fait qu'il y ait quelqu'un en fait qui soit vraiment en écoute aussi actif parce que parfois au niveau des relations humaines, on peut projeter des choses sur l'autre et pas forcément être en écoute active. Je sais pas si vous comprenez bien, mais du coup, voilà, en gros ne pas mettre une sorte de filtre ou ne pas mettre le côté subjectif quand on écoute quelqu'un, mais vraiment cette écoute active qui permet de rester dans l'instant présent. Et puis, en troisième valeur, je pense que c'est l'authenticité, parce que je ne me vois pas faire, un peu comme toi, à m'engager sur des choses qui ne me plaisent pas, ou à collaborer avec des gens avec qui je sens qu'il n'y a pas de feeling, en fait, parce que souvent, c'est pour faire une aparté aussi sur l'entrepreneuriat, on dit souvent, et dans beaucoup de témoignages d'entrepreneurs qui ont réussi, ils disent souvent ce qui est important, c'est l'équipe, c'est les gens, mais c'est pas forcément les compétences des gens, c'est les personnalités. Est-ce que les personnalités matchent les unes avec les autres? Du coup, est-ce que globalement, dans une équipe, on arrive à bosser ensemble et pas est-ce qu'on sait techniquement faire ce truc? Et du coup, voilà, ça me semble intéressant, ces 3 choses-là. Carrément. Voilà. Euh,
Alors, du coup, la question assez marrante toujours, parce que c'est assez challengeant. Quelle est ta vision à long terme par rapport à ton activité? Ça c'est la bonne question à laquelle je n'ai jamais de réponse. Il faut savoir que j'ai un petit brin d'éco-anxiété et que du coup j'ai beaucoup de mal à me projeter au vu de notre situation actuelle. Du coup, ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc, je vais pas te mentir, j'ai pas vraiment de vision à long terme. Disons que pour les prochaines années, donc d'ici fin 2021, dans l'idéal, Mm. l'objectif c'est quand même d'avoir une entreprise viable et stable, surtout. Voilà, d'avoir des revenus voilà, qui sont stables. Je ne vais pas trouver d'autres mots, donc qui sont stables. Mm. Et voilà, dans l'optique de pouvoir avoir mon business au service de ma vie et pas ma vie au service de mon business, et du coup pouvoir Mm. utiliser l'argent que je gagne avec mon business pour le réinjecter dans mon entreprise principalement, parce que même si j'ai pas l'agrément ESUS, en fait je fonctionne un peu pareil, hein, une grosse partie de ce que je gagne est réinjecté dans mon entreprise. Et C'est voilà, quoi l'agrément dont tu parles? l'agrément ESUS, c'est l'agrément pour les entreprises de l'ESS, c'est entreprise d'utilité sociale et solidaire, si je ne me trompe pas, ou solidaire et sociale, enfin bref. Et du coup, en gros, c'est pour assurer que les bénéfices des entreprises de l'ESS, enfin que les entreprises de l'ESS ne vont pas utiliser les bénéfices pour s'en mettre plein les poches, mais pour les réinjecter, investir, etc. Donc il y a d'autres critères, il faudrait que je le relise, mais... Mm. mais voilà, dans l'idée, c'est des choses qu'on peut demander quand on a une entreprise de l'ESS. C'est un peu compliqué, il me D'accord. semble, mais voilà. Ok. Et donc, voilà. Et après, le reste de mon argent, du coup, voilà, pouvoir avoir la vie dont je rêve, c'est-à-dire une vie un peu plus autonome au grand air, tout ça. Pour l'instant, je suis dans un 35 mètres carrés à Nantes, mais j'espère que d'ici quelques Ok. années, j'aurai une maison avec un terrain. Ok. Intéressant. Et t'avais fait, est-ce que tu avais fait comment on appelle ça, le tableau de visualisation? Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non. Non? Ok. Bah, du coup, ça pourrait être intéressant. C'est en gros, moi, ce que j'ai fait, c'est par exemple, tu définis justement la vie à laquelle tu aspires, ta vie rêvée, quoi. Bah, du coup, tu listes tout ce dont tu aurais envie dans cette vie-là, quoi. Donc, typiquement, ce que tu dis, tu vois une maison à la campagne, par exemple, pouvoir investir peut-être pas seulement dans ton entreprise, mais dans des projets aussi qui tiennent à cœur à côté. Voilà, ça peut être tout ça, quoi. Et donc, c'est Ok. assez intéressant. Et tu peux le faire, moi, parce que je trouvais ça un peu dommage de le faire sous forme de liste, comme ça, voilà, liste bateau, quoi, comme une liste de courses. Enfin, ça n'avait pas trop de sens pour moi. Et j'ai fait ça par des images. Et donc, j'ai mis Ok. des images des lieux où je voulais vivre ou des activités que je voulais avoir, etc., etc. Eh ben, je vais me renseigner, je C'est vais essayer de faire intéressant. ça. Ça va peut-être me débloquer des choses, Ouais, carrément. ouais, c'est intéressant. Ah, ben Valérie qui dit j'en ai un et ça marche, tu vois. Et l'ikigai, ouais, effectivement, la méthode ikigai, c'est vachement bien, elle aussi. De toute façon, c'est comme je voulais parler, ça fait une bonne transition aussi. L'ikigai est le fameux le pourquoi qui a été on va dire, popularisé par Simon Sinek, le conférencier et coach. Euh, ça correspond à peu près à la même chose. Et tableau de visualisation, c'est dans la même démarche, quoi. Donc, et moi, donc, pour répondre à cette question de vision long terme, justement, je vais raccrocher un peu à, pour l'instant, le pourquoi je fais tout ça. Euh, euh, Parce que, un peu comme toi, ça n'a pas forcément beaucoup de sens de me dire dans 5 ans, je serai là, ou même dans un an, ou dans 3 ans. Mais par contre, moi, vraiment, j'aspire à construire en fait une société qui soit plus éthique, audacieuse et résiliente, où chacun en fait puisse réaliser son plein potentiel et ses rêves, et puisse avoir des relations durables autant avec lui-même qu'avec les autres et la nature qui l'entoure. Donc ça, globalement, c'est voilà la direction que je prends. Et du coup, enfin, ouais, c'est ça, la direction que je prends. Et ensuite, je sais pas trop comment ça va se passer ensuite. Mais voilà. Alors.
Et alors, il nous reste une dernière question. Ensuite, on passera justement aux questions des participants. Donc, quelles sont les personnes qui t'inspirent pour mener ton activité au quotidien? Alors, niveau vraiment très business, la personne qui m'inspire le plus, c'est Julia, et aussi Julie, du coup, maintenant qu'elles sont associées, de blog I Don't Think I Feel. En fait, c'est la toute Mm. première personne que j'ai suivie quand j'ai commencé quand j'ai lancé mon activité. Et du coup, voilà, je la suis depuis 4 ans et bah, voilà, voir son évolution, voir comment de l'année dernière, elle était encore en micro, à maintenant elle a une SAS qui tourne du tonnerre, tu dis, ah oui, quand même. Mm. Donc voilà, hyper inspirant. J'aime beaucoup aussi Julie de Kinoko avec son podcast Être D'accord. Soi. Alors voilà, Ah, toutes je les deux, vais elles sont noter pas parce que. forcément dans des domaines ultra éthiques, ultra écolo, etc. Mais en tout cas, pour le business, voilà, elles ont une vision très authentique, très transparente, et j'aime vraiment beaucoup ça. Et c'est vrai que ça m'inspire beaucoup aussi. Enfin, moi, ça m'a beaucoup inspiré dans ma façon de communiquer et de voir les choses. Et je me suis aussi, quand tu vois des gens comme ça qui ont cette manière de communiquer, tu te dis c'est possible de Mm. communiquer de cette façon, quoi, avec authenticité. Mm. Voilà. C'est des Julie, Julia. J'ai pas un Ouais, truc c'est vrai avec que les c'est jus, marrant. hein. Ouais, il y a un Faudrait truc croire, avec mais le J. voilà. J'écoute plein d'autres trucs. Enfin voilà, je me nourris un peu de partout, mais j'ai pas vraiment de Ok. rôle modèle après, tu vois. C'est pas trop ma façon de Mm. faire. Euh, Mm. donc voilà, je sais pas toi, quelles sont Ok. tes Ah, moi, j'en ai pas inspirations? mal. Enfin, j'en ai pas mal, mais je les prends parce que souvent, pareil, j'ai trop fait l'erreur et je la vois beaucoup. Parfois, c'est en gros les prendre un peu comme des rôles modèles, mais vraiment des gens qu'il faut copier absolument, quoi. Et si tu copies pas la façon dont ces gens font et ces gens réussissent, tu vas pas réussir. Et en gros, ça, enfin, c'est vraiment une grosse connerie, qu'on se le dise. Et du coup, moi, en fait, je prends ma liste de gens inspirants euh, parce que, en fait, ils m'inspirent pour certains éléments, certaines raisons. Par exemple, j'aime beaucoup, et c'est assez éclectique, donc j'aime beaucoup Mike Horn, l'explorateur, parce que moi, je trouve il a une détermination, ce mec, à la fois une détermination et une simplicité, et aussi une simplicité dans les choses, la façon dont il dit, et un naturel qui est incroyable. Euh, Après, évidemment, il y a plutôt du côté des coachs conférenciers David Laroche, où j'aime beaucoup son côté motivation. Quand tu es un peu dans le fond du fait-tout, ben, du coup, tu regardes des vidéos de lui et donc ça te remonte parce qu'il a une pêche, une énergie de fou, quoi. Euh, J'aime un peu moins son côté qui est beaucoup axé aussi sur l'argent, par contre, le côté business. Où parfois, ça va un peu trop loin. Euh, Après, voilà, il y en a d'autres qui je peux. Euh, il y a Simon Sinek, évidemment. Si vous êtes un peu à l'aise en anglais, et moi, pareil, je me suis découvert des capacités en anglais où j'arrive à suivre les vidéos en anglais. Plus je vois des vidéos dans cette langue, et plus j'arrive à les suivre sans les sous-titres, donc ce qui est plutôt cool. Et en fait, il partage des concepts, enfin, je trouve hyper puissants, quoi. Donc, dont le pourquoi, mais pas que celui-là. Euh, et puis après, ça peut être ouais, des créateurs de contenu comme tiens, Guillaume qui est là justement ce soir pour le live où c'est magnifique photo qu'il poste. Là, ça m'a rappelé Annecy, voilà, un de ses derniers posts qu'il a mis, ou Annecy que j'aime beaucoup. Euh, et qui je pourrais dire aussi, je pourrais citer. Non, ben, voilà, je pense que c'est pas mal. Après, il y a des gens qui arrivent aussi au fil de l'eau, je me rends compte, des gens hyper intéressants. Donc, voilà aussi. Ouais, voilà, Jérémy, l'attitude zéro de Mike Horn, c'est, c'était ben, justement, alors ça, ça fait une super transition avec ma question suivante. Est-ce que tu aurais en fait une recommandation de livres, de films à voir, par exemple, qui t'ont particulièrement marqué? Alors moi, je t'avoue, je ne lis pas
choses qui sont liées au business. C'est pas du tout le genre de lecture qui m'intéresse. Voilà, j'ai des séquelles de 5 ans de lettres modernes, enfin 3 ans, 4 ans de lettres modernes, où j'ai lu des livres qui me plaisaient pas. Du coup, maintenant, je veux plus lire de livres qui me font pas juste déconnecter de la réalité. Donc pour les livres, je vais pas avoir grand chose à te dire, à part à la limite. Oh, comment il s'appelle et qu'est-ce que j'en ai fait surtout? Est-ce que je l'ai dans les coins? Non, mince. Ah, j'ai trouvé un super livre la dernière fois au Social Challenge. Alors attends, je vais juste regarder vite fait si je l'ai pas là. Ouais, yes. Je sais pas ce que j'en ai Ouais, fait. ok. Je retrouverai. C'était Mais, un truc sur la communication éthique, justement, c'était intéressant. Et d'accord. sinon, le dernier, tout petit livre de Aurélien Barraud, Le plus grand défi de l'humanité, je crois. Je suis vraiment très nulle pour les titres, c'est terrible pour une fille qui a fait lettres. Donc ça m'a bien marqué Aurélien niveau Barraud. livre. Après c'est surtout des documentaires qui m'ont beaucoup bouleversée. The True Cost. Je crois qu'il est dispo sur Netflix. J'ai cru pouvoir passer ça. J'ai pas Netflix, donc je ne veux pas vous dire de bêtises. Ok. Et Avant le déluge avec Leonardo DiCaprio, Ouais. qui est bien aussi. Hmm. Voilà, là, je vais J'avais essayer de beaucoup aimé retrouver quand aussi. même Ouais. ce nom de là. Ouais, Je vais essayer de retrouver le nom quand même. ça marche. Je vous Oui, dis ça. Je ça va cherche. peut-être te revenir, ouais, carrément. Et moi, de mon côté, ben, c'était celui que tu as dit, Jérémy, Latitude Zéro de Mike Horn, où en fait, il fait un tour du monde en suivant la ligne de l'équateur. Et en fait, comment dire, l'écart qui s'autorise maximum, de mémoire, je crois que c'est 30 kilomètres en haut ou en bas, au nord ou au sud de la ligne de l'équateur. Donc, il faut vous dire que du coup, il a utilisé tous les moyens imaginables. Il a traversé 3 océans, il a été en VTT, il a été à pied, etc. Et ce bouquin est incroyable. À 80 kilomètres, me dit Jérémy. Voilà. Mais enfin, c'est infime, quoi. C'est infime. Quand on pense aux frontières avec les pays et tout ça, enfin, c'est fou. Euh, la deuxième chose que je voulais, oui, vous partager aussi. Donc, bon, on a parlé des 4 accords Toltec, mais il y a aussi, comment ça s'appelle? Oui, les mots sont des murs ou ce sont des fenêtres de Marshall Rosenberg, qui est en fait, c'est sur la communication non violente, et je pense que ça peut être hyper intéressant voilà, y jeter un œil parce que c'est des principes qui sont encore une fois assez simples qu'on peut utiliser, pas forcément que sur le plan pro. Donc moi j'aime beaucoup aussi voir, c'est pour ça que je lis assez peu de livres business aussi, le business, j'essaye de le travailler par moi-même. Mais voilà. Ah, c'est Clémentine, du coup, c'est ce livre-là Ça y est, que j'ai tu as retrouvé. retrouvé. Vous D'accord. pouvez donner du sens pourquoi Bon, les ben, marques engagées ont plus de succès. Et bon, il se lit hyper bien, hein. Il y a beaucoup d'images et tout. Il n'y a pas beaucoup de texte en vrai, hein. Donc, sur ok, le coup, il paraît un peu gros parce qu'il doit être épais comme ça. Mais en vrai, en 3 quarts d'heure, 1 heure, c'est lu. Donc, non, ok, franchement, il est top. cool. C'est vraiment des cas, c'est un peu de l'étude, tu vois, de cas et tout. On est plus dans le Hmm, concret, des petites façons de faire, etc., qui sont intéressantes. hmm. Voilà. Ok, top. Ben, ça me fait penser, là, ce type de livre aussi, à, alors c'est la biographie d'Yves Chouinard, ou Yvon Chouinard, je sais jamais si c'est quel prénom il a, qui est le fondateur de Patagonia. Et en fait, il revient sur 40 ans de fondation. Et en fait, beaucoup de gens le recommandent. Et moi, j'ai commencé, effectivement, c'est assez chouette, quoi. Donc, hyper intéressant aussi. Euh, alors maintenant, bah, du coup, on a terminé pour les questions. Donc, je vous propose de passer à vos questions à vous, chers participants et participantes. Donc, n'hésitez pas si vous en avez pour Clémentine, pour moi. Voilà, on va répondre au fur et à mesure. Je vais mettre le nom des auteurs et des livres. Patagonia. Euh,
Ah, cool. Yes. Peut-être, attends, parce que j'avais vu des questions déjà qui ont été posées. Il y a Esther qui vient d'en Mais... poser une là. Quels Ouais, je la critères pour repose. savoir Ah Ah, oui, voilà, oui, ok, c'était c'est ça que celle-là. j'avais. Alors moi, je vais te dire une vérité. Je suis très nulle en prospection. Ouais. Enfin, je suis très nulle. Alors, Bah, c'est pas ce que je préfère non je vais plus. arrêter de dire ça parce que tout le monde me dit c'est pas parce que t'es nul, c'est parce que t'as pas trouvé comment faire. Et effectivement, je n'ai pas encore trouvé la bonne manière pour moi, je pense, de prospecter. Donc effectivement, je procrastine beaucoup sur ce point-là, mais c'est dans mes objectifs des prochaines semaines. Donc pour moi, pour mes critères, ça va être plutôt de regarder si la marque fait des choses qui me plaisent, enfin la marque ou l'entrepreneur fait des choses qui me plaisent, qui me parlent, et après voir si elle a besoin de moi, ou si je sens qu'elle a besoin de moi ou pas, parce qu'effectivement, aller prospecter des gens qui n'ont pas de besoin particulier, c'est un peu faire pipi dans un violon. Donc Mm. voilà, mais si je peux éviter de prospecter, et c'est pour ça que je fais beaucoup de contenu, c'est pour que les gens ils me trouvent d'eux-mêmes plus. Mm. Ouais. Je sais pas Non, comment tu fais toi Thomas, mais ouais, non, mais moi, c'est une bonne technique de créer du contenu pour finalement faire venir les gens à toi plutôt que d'aller contacter les entreprises. Après, je pense que Esther, toi, tu étais sur du B2B, c'est ça, non? Oui, plutôt, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, après, c'est pas du tout un frein aussi que ce soit en B2B, parce que là, nous, on est plus avec Clémentine. Enfin, moi, je suis B2B, remarque, c'est ouais, un moi peu aussi. Hein. différent, mais ouais, voilà. Mais en fait, ça dépend, Esther, à quel type d'entreprise tu t'adresses. Euh, mais globalement, dans la création de contenu, ce qui est valable pour tout à chaque fois, c'est si tu arrives à justement identifier les bons, comment dire, j'ai les mots en anglais, mais les bons problèmes, les bons freins et les bonnes frustrations de ce qu'on appelle ton persona, ton client idéal, quoi, et que tu arrives à faire une stratégie de contenu qui parle de ces problèmes, de ces frustrations, mais aussi de leurs aspirations, parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut pas oublier. Il faut pas que parler du négatif, quoi, de ce qu'ils vivent. Euh, Tu vas réussir à toucher en fait ta cible et à créer finalement un lien avec eux, un lien émotionnel, quoi. Donc euh, euh, voilà, pour n'importe quel type entre guillemets de prospect, ça peut être intéressant de créer du contenu. Moi, j'ai utilisé plusieurs techniques personnellement, soit la, 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 comment dire, la prise de contact individuelle, où ben là, ça prend plus de temps. Donc, ça, je te conseille pas forcément si tu es en train de chercher le prospect à qui tu t'adresses vraiment. Euh, Si tu as déjà une idée du prospect et que tu as déjà plusieurs clients, par exemple, qui sont motivés, que tu as eu dans un certain, qui ont certains profils, alors là, tu peux faire la prospection individuelle pour affiner un peu les choses, tu vois. Mais je pense que là, créer du contenu, c'est intéressant, d'autant que sur LinkedIn, alors les chiffres bougent, j'imagine, mais je crois qu'il y a à peu près 10% des utilisateurs qui créent du contenu sur le réseau, quoi. Donc, enfin, c'est une goutte d'eau, quoi. Donc, tu vas forcément ressortir, voilà, si tu crées du contenu de qualité, qui reste, pour moi, de qualité, si tu as deux critères qui sont validés en gros, c'est l'engagement que tu as sur tes posts, c'est-à-dire nombre de commentaires, nombre de likes. Euh, Enfin, voilà, c'est deux critères, nombre de commentaires, nombre de likes. Si tu as ces deux choses-là, du coup, ça montre qu'il y a un intérêt et que les gens trouvent ton contenu intéressant. D'accord. Voilà, c'est Merci. une réponse un peu longue. Je ne sais pas si si ça a bien répondu à ce que tu vous demandez. Alors, il y a Valérie, Ouais. qu'est-ce qui vous fait sortir le plus de... Bah écoute, ce live déjà c'est une bonne sortie de zone de confort. Une bonne question. Qu'est-ce qui me fait sortir plus de ma zone de confort? Je sais pas, en fait j'essaye des choses, beaucoup. Ça marche ou ça Mm. marche pas. En vrai, la prospection, ça serait ça, sortir de ma zone de confort, Mm. je pense. Mais en fait, je pense que c'est la fameuse zone de confort, c'est une bonne question. Parce que pour moi, c'est pas tellement, et je me rends compte de plus en plus, c'est pas tellement sortir de cette zone-là, mais c'est l'élargir en fait. Et dans le sens l'élargir où
tu vas souvent, les défis qu'on a et dont on peut se rendre compte au fur et à mesure, c'est des choses, si on se reconnecte à ses propres compétences et ses propres ressources, en fait, c'est pas si compliqué de surpasser ces défis et de les surmonter, quoi. Et donc après, c'est comme si tu étais, je sais pas quelle image on pourrait prendre, mais euh, ouais, c'est vraiment élargir en fait la zone dans laquelle tu es confortable, mais dans laquelle tu te sens à l'aise de communiquer, mais tout en sachant que cette zone va sans cesse grandir en fait. Euh, et après, ouais, c'est comme disait Clémentine, c'est faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Moi, c'est la première fois que je fais un live, tu vois, donc je fais un live. C'est Et ça. voilà, et on est là et c'est L'action. cool, quoi. Donc après, comment? Faut passer à l'action, c'est la meilleure façon de sortir de cette ce truc qui nous fait un peu peur, voilà. Donc, Hmm, sortir de sa zone, c'est un peu carrément. vers se l'approprier. Oui, je suis d'accord avec toi, Jérémy, carrément. Et on avait une question de Jérémy aussi. Pour tes recherches de marque, Clémentine, utilises-tu principalement LinkedIn ou bien d'autres plateformes ou bien du contact direct? Et, bah écoute, pour l'instant, je n'ai pas vraiment commencé. Je n'ai pas encore vraiment de retour sur la question, mais je pense qu'on va passer par ouais, LinkedIn, Instagram. Voilà, regarder des marques que je connais et que j'aime bien déjà dans la région nantaise. Euh, donc voilà, le bouche-oreille aussi. Et puis je te ferai un vrai retour quand j'aurai mis les mains dans le cambouis, si tu veux. Mais pour l'instant, je ne peux pas trop m'avancer. Et moi, du coup, par rapport à cette recherche de marque, j'imagine quand tu dis recherche de marque, c'est recherche de prospects ou de- par rapport à des projets, j'imagine. Si c'est ça, après, c'est un peu comme ce que tu avais dit, Clémentine. Est-ce que ça vibre en fait quand je vois ce qu'ils disent en termes de, de communication? Est-ce que leurs valeurs ressortent, les valeurs qui ressortent correspondent à finalement au projet que j'ai envie d'accompagner? Est-ce que au moment de faire un premier call, par exemple, est-ce que je sens que la personne est plus dans un côté, elle est plutôt sur le côté finalement, je suis ouverte à tester justement, à élargir la zone de confort, ou alors est-ce qu'elle veut rester un peu, est-ce qu'elle n'est pas prête à évoluer, parce que c'est aussi, c'est pas que tout rose, comme tu disais tout à l'heure. Donc, est-ce qu'elle est prête à, pardon, aussi se challenger? Donc voilà, c'est tout cet ensemble de choses. Et puis après, encore une fois, ça reste du feeling, quoi, qui décide. Alors, Euh, Anaël qui nous demande ouais. si on a envisagé de faire un podcast sur la communication éthique ou la démarche RSE. Alors, Anaël, moi non. Je me suis posé la question il n'y a pas longtemps parce que j'ai lancé un nouveau format d'articles qui sont des interviews. Et du coup, je me suis posé la question de est-ce que je fais un podcast ou est-ce que je fais de l'écrit? Parce que je sais que le podcast, ça marche de ouf. En ce moment, tout le monde fait son podcast, etc. Hmm. Mais en fait, moi, j'en écoute genre un tous les 15 jours. Du coup, c'est pas le média que je consomme. Moi, j'adore l'écrit, j'adore lire. Et du coup, je me suis dit, bah tant pis, je vais le faire à l'écrit. Donc, j'ai des choses sur la communication éthique. Ma série, c'est communiquer éthiquement. Le but, c'est de mettre en avant des acteurs de la communication. Voilà, j'ai interviewé Eliora, qui est présente parmi nous. J'ai interviewé un collègue, Mathieu, qui fait des sites éco-conçus. Mais c'est à l'écrit, du coup. Voilà. Top. Ouais, ça me fait penser à une idée justement au fait que, ok, il existe plein de formats, podcasts, articles de blog, vidéos YouTube, etc. Et vraiment trouver, ce qui est important, c'est de trouver le format qui nous plaît le plus, quoi. Moi, par exemple, je me suis mis, Clémentine, c'est plutôt l'écrit. Moi, j'aime bien l'écrit, mais j'aime bien aussi le format vidéo, où il y a de l'interaction, où justement, pareil, ça m'élargit ma zone de confort. J'arrive à devoir synthétiser un message sur une vidéo qui est assez courte, à faire un petit montage un peu punchy, etc. Donc après, c'est trouver la meilleure façon de faire aussi, et ne prenez pas en fait l'opportunité du moment. C'est-à-dire, ok, le podcast c'est intéressant, mais demandez-vous bien au niveau de l'investissement, le temps que ça va vous prendre, l'investissement financier, éventuellement si vous pouvez faites-vous prêter un micro, etc. Et tout. Mais voilà, il faut se demander pas mal de choses au niveau de la création de contenu aussi.
Donc Bah, ça il faut peut que ça être. fasse sens parce que le but, c'est pas que ça soit une contrainte. Donc, C'est ça. j'adore discuter, etc. Mais c'est vrai que moi, pour moi, le podcast, faire du montage audio, trouver un micro, etc., c'était plus des contraintes que de le faire à l'écrit. Donc, voilà, à Mm. l'écrit, c'est bien. Ouais, c'est ça, Mais du coup, je suis d'accord avec toi. C'est ça, faut pas s'obliger à faire des trucs parce qu'il y a des gens qui. Il faut prendre des conseils comme ce qu'ils font, quoi, des conseils Mm. aussi. Oui, là, tout ce qu'on vous dit ce soir, c'est pareil, hein. Oui. C'est la même idée. Euh, Alors, il y avait Esther qui nous demandait, est-ce que vous êtes sur les plateformes type Malte? Positionnement éthique est antinomique avec les philosophies de ces plateformes. Hmm. Tu veux répondre, Clémentine? je vais pas trop m'avancer sur le sujet parce que je ne suis pas sur ce genre de plateforme. Je suis sur une seule plateforme de ce genre-là, c'est Station Spatiale, mais c'est une plateforme qui est nantaise. Du coup, c'était plus pour D'accord. soutenir des Nantais qui ont une plateforme que vraiment dans l'espoir d'avoir des clients avec ça. Mais sinon, non, je suis pas là-dessus. Et de toutes les personnes que je connais, j'en connais pas beaucoup qui ont eu voilà, des vrais résultats. Peut-être au tout début, parce que maintenant, il y a beaucoup de monde. Donc, pour tirer son épingle du jeu, ça doit être un peu compliqué. Mais du Hmm. coup, voilà, pas trop d'avis sur la question. Ouais. Non, mais c'est ça, je pense que c'est une plateforme type Malte, ça doit faire partie comment dire, d'une source ou d'un canal pour trouver des clients. Mais effectivement, sur les chiffres, pareil, j'ai entendu pas mal de chiffres. Il y a un infime pourcentage par exemple, des freelances qui travaillent uniquement avec Malte et qui arrivent à avoir un chiffre d'affaires régulier pour plein de raisons. Mais euh, donc, en fait, il faut compter dessus comme, oui, je sais plus, c'est Valérie, je crois, qui me disait une pieuvre tout à l'heure, mais en fait, il faut avoir la stratégie de la pieuvre ou de l'araignée, quoi. Faut, c'est Alexandre Dana, le fondateur de l'école Live Mentor, qui explique, voilà, en fait, une araignée, elle a plusieurs pattes, et du coup, il faut que vous aussi, vous ayez plusieurs pattes, quoi, entre guillemets. Donc, un podcast, une création d'articles, par exemple, ou de posts sur LinkedIn, vous êtes sur Malte, etc. Mais encore une fois, à voir et faire souvent le point sur est-ce que ça rapporte quand même du chiffre d'affaires ou pas. C'est ça qui est important. Il y a Euh, Jérémy qui me demande si nos retombées de posts et de contenu sont conséquentes. Alors, pas tout le temps, ça ne marche pas à tous les coups. Après, je vais pas te mentir, depuis que j'ai revu mon positionnement et que voilà, je suis bien affirmée, beaucoup plus transparente et honnête et authentique, tout ça, bah oui, il y a plus de retombées, j'ai plus de visites, j'ai plus de trafic, donc oui, j'ai adopté une communication authentique, ça fait le job. ouais, ouais, ça rejoint un peu ce que tu dis. Euh, En fait, il faut se dire que enfin, c'est tout con, mais que LinkedIn, c'est un réseau social comme les autres, entre guillemets, et dans réseau social, il y a réseau. Et du coup, si on arrive à utiliser les différents leviers qui sont utilisés sur ce réseau, c'est vraiment intéressant et en fait, on augmente la visibilité. Par exemple, on peut mettre, j'ai vu que c'est une technique qui se faisait, dans le premier commentaire de son post, on peut taguer des gens qui sont susceptibles d'interagir avec le post, par exemple. Et donc, du coup, rien que le fait, ou même le truc tout bête, de mentionner quelqu'un dans son post. Et en fait, cette personne va le voir. Du coup, si cette personne interagit, donc like et ou commente notre post. Du coup, sa communauté, ses contacts à lui vont le voir, vont être notifiés, etc., etc. Ça fait effet boule de neige. Mais euh, voilà. Mais après, on peut pas vraiment imaginer, on va dire, les retombées. Mais globalement, c'est ça, c'est des likes et des commentaires que ça amène. Et après, j'imagine, moi, ce que j'ai, c'est des demandes d'ajout de contact, des choses comme ça. Euh, alors, Anaël qui me demande qu'est-ce que la plateforme Malte? Malte, en fait, c'est une plateforme où tu peux t'inscrire en tant que freelance et du coup pouvoir. En fait, ils connectent des freelances et des clients qui ont des besoins. Donc, ça peut être en graphisme, en développement web, en communication, etc. Euh, Et pour répondre à la question, Lorraine, sur comment je fais si un prospect n'est pas du tout dans ma cible, ça arrive, hein, on va pas se le mentir. Ça dépend. Alors,
Si on n'est pas du tout éthique, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, oui, je vais lui dire très clairement, ça va pas marcher, c'est pas possible, désolé. Voilà, si y a un client qui arrive et qui me dit, moi dans 2 jours je veux 10 000 abonnés sur Instagram, je vais lui dire, mon gars, ça va être compliqué. Ouais. Donc il va falloir revoir ça ou trouver quelqu'un d'autre qui accepte d'acheter des abonnés. Donc voilà, je n'ai pas trop de comment on dit, j'allais dire honte, mais c'est pas du tout le mot que je voulais. J'ai pas peur, c'est pas non plus le mot que je voulais. Il est trop tard pour que je trouve mes mots. De dire non à des gens avec qui ça va pas le faire, quoi, parce que ça servira à rien. Je serai pas efficace, je ferai pas du bon boulot. Donc voilà. Carrément. Remords. Carrément. C'est ça, Jérémy. Merci. Pas de remords. Bon, écoutez, je crois que c'était tout au niveau des questions. On est un peu au-delà de l'heure, donc on est dans le timing, impeccable. Merci beaucoup, Clémentine, à toi. C'était un Merci. plaisir de t'avoir ici. Et Merci puis, de m'avoir invité. Ça me fait plaisir d'être la première à qui tu as pensé pour tester ce format qui est très chouette et j'espère que tu en feras d'autres pour que la prochaine fois je puisse assister en tant que spectatrice. carrément, c'est prévu. C'est prévu dans les tuyaux. Il y a pas mal d'intervenants qui sont prévus après. Donc, ouais, carrément. Cool. Ça va continuer. Bon, très chouette. Et puis, merci à vous surtout d'avoir été là, présent et avec toutes vos questions. On va rester, je pense, sur ce format, ce format qui reste simple et en même temps interactif. Et puis, continuer à enregistrer les prochains lives pour en faire bénéficier voilà, ceux qui ne peuvent pas y accéder. Ah, je suis rassurant. Écoute, Jérémy, si je suis rassurant, alors c'est parfait. Bon, je vous souhaite bon, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis à très bientôt. À une prochaine fois. Merci, à bientôt. Salut. Bonne soirée. Portez-vous bien, salut.